Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un concept absolument fondamental de la programmation orientée objet en C++. Et oui, quand on commence à concevoir des logiciels complexes, le code peut super vite devenir un énorme amas chaotique. Et franchement, apprendre à structurer ce chaos, c'est un vrai rite de passage pour tout ingénieur logiciel. L'une des architectures les plus puissantes pour y arriver, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'héritage. On va décortiquer tout ça étape par étape, histoire de bien saisir la logique cachée derrière. Allez, pas de temps à perdre, on attaque directement. C'est la question qui hante littéralement tout développeur. Comment éviter de copier-coller les mêmes lignes de code en boucle? Imaginons le pire des scénarios. On code un programme géant avec une cinquantaine d'entités distinctes. Si toutes partagent des caractéristiques communes et qu'on duplique le code, c'est une véritable bombe à retardement. Que se passe-t-il le jour où il faut modifier un calcul de base? Il faut repasser manuellement sur les 50 fichiers. Le risque d'oubli et d'introduction de bugs est immense. La duplication, ça devient très vite un cauchemar absolu à maintenir. Eh bien, la solution architecturale ultime à ce problème précis, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Première section, le concept d'héritage. Alors, concrètement, de quoi parle-t-on? La définition de base est la suivante. L'héritage permet à une structure de code, qu'on appelle la classe enfant, d'adopter toutes les caractéristiques d'une autre structure, la classe parente. C'est un peu comme de la génétique logicielle en fait. En orienté objet, une classe possède un état, donc des données ou attributs, et un comportement, c'est-à-dire des méthodes. Grâce à l'héritage, l'enfant récupère intrinsèquement tout ça de son parent. Ça crée une hiérarchie hyper logique sans avoir à réécrire la moindre petite ligne de code. Et c'est là que ça devient génial. En centralisant les données, on supprime la redondance, ce qui change absolument tout pour la maintenance d'un projet. Prenons un exemple classique, hors jeu vidéo pour l'instant. Pensons à un logiciel de gestion de flotte automobile. On crée une classe parente véhicule avec un attribut pour le numéro de moteur. Ensuite, on en dérive des classes enfants comme voiture et camion. Si un jour on doit changer le format de ce fameux numéro de moteur, eh bien on ne le fait qu'à un seul et unique endroit dans la classe véhicule. Boum! Le changement se propage instantanément et proprement à toutes les voitures et camions. Fini les mises à jour interminables. Deuxième section, l'analogie du jeu vidéo. Pour rendre toute cette théorie un peu abstraite beaucoup plus concrète, basculons sur la conception d'un RPG. Observons un peu la logique. D'un côté, on a notre classe parente, le personnage de base, avec disons 100 points de vie, une vitesse de déplacement de 10 et un niveau de départ de 1. De l'autre côté, on a l'enfant, le guerrier. La magie opère juste ici. Au moment où le guerrier est généré, il possède déjà ses 100 points de vie et cette vitesse, sans écrire une seule ligne de plus pour ça. Le guerrier vient juste rajouter ce qui le rend unique pour exister, par exemple un attribut de force de 50 points ou une attaque spéciale du genre coup de marteau. Bien sûr, la beauté de ce système, c'est sa flexibilité parallèle. Plein de classes totalement différentes peuvent hériter en même temps du même parent. Un magicien, par exemple, va hériter des mêmes traits de base que le guerrier, sauf que lui, au lieu d'ajouter de la force brute, il ajoute son propre attribut de magie. Donc oui, en surface, l'un donne des coups d'épée et l'autre lance des sortilèges. Mais tout au fond de la mémoire du système, ils viennent de la même famille. Ils partagent exactement le même cœur de code hérité du personnage commun. Troisième section, l'implémentation pratique en C++. Jetons un œil à la syntaxe en C++, elle est vraiment limpide. On écrit simplement classe guerrier, suivi de 2 points, puis public personnage. Et voilà, le contrat est signé. On déclare officiellement que le guerrier hérite publiquement du personnage. D'ailleurs, ce mot-clé public est super important ici. Il garantit que tout ce qui était accessible publiquement chez le parent le reste chez l'enfant. Le compilateur sait désormais que cet enfant est une extension parfaite et légitime de la fondation de son parent. Section 4, la cascade des constructeurs. Là, il faut absolument comprendre la réaction en chaîne qui se passe en mémoire, plus précisément dans la pile d'exécution. Quand on demande au programme de créer un guerrier, le C++ est intransigeant. La règle, c'est qu'on ne construit pas le toit avant d'avoir coulé les fondations. Logique, non? Si l'enfant était construit en premier, il essaierait peut-être d'accéder à ses points de vie hérités avant même qu'ils n'existent, ce qui planterait tout. Donc, le système appelle toujours, obligatoirement, le constructeur du parent en premier. La base initialisée proprement, ensuite, et seulement une fois la base solide, il appelle le constructeur du guerrier pour greffer les statistiques de force. Cinquième section, le rôle de Protected. Pour que tout ça fonctionne bien, il faut gérer qui a accès à quoi. Si les points de vie du parent sont en private, c'est fermé à double tour. Même l'enfant légitime n'y a pas accès, et bim, erreur de compilation directe, c'est hyper frustrant. A l'inverse, si on met tout en public, c'est la porte ouverte à tous. N'importe quel code externe peut venir bidouiller les points de vie sans contrôle, ce qui est dangereux. La solution parfaite, c'est le modificateur Protected. C'est le compromis idéal. Les données restent totalement invisibles pour le monde extérieur, donc sécurisées, mais c'est comme un secret de famille. Toutes les classes enfants ont le droit d'y accéder et de les manipuler en toute sécurité. Faisons une toute petite parenthèse amusante pour souffler un peu.
C'est toujours drôle de voir ce qui se passe quand on explique des concepts aussi denses. Dans la source d'origine de cette explication, le créateur a eu un grand moment d'autodérision. Après avoir répété plusieurs fois le terme inventé de classe enfante, il a dû présenter ses excuses les plus plates aux puristes de la grammaire de son audience. Voilà, c'était la petite touche de légèreté bienvenue avant de replonger dans les abysses de notre architecture logicielle. Section 6, l'héritage multiniveau expliqué. Allez, on passe à la vitesse supérieure en augmentant l'échelle. L'héritage, ça ne s'arrête pas à une seule génération. C'est un véritable arbre généalogique. On peut tout à fait avoir un grand-parent, un parent et un petit-enfant. Dans notre code, on pourrait très bien créer une classe guerrier-défenseur qui hérite du guerrier classique. Et comme ce guerrier classique héritait déjà lui-même du personnage de base, on se retrouve avec une lignée continue, ininterrompue et d'une puissance logique redoutable. Chaque niveau vient ajouter sa propre nuance. Et ce qui est génial avec ce troisième niveau, c'est son isolation totale. Le guerrier défenseur va juste s'occuper de rajouter son attribut unique à lui, la valeur d'armure. Pour le développeur, au moment du débugage, c'est un bonheur absolu. S'il y a un souci avec le calcul de l'armure dans le jeu, on sait exactement dans quelle classe chercher. Il n'y a absolument aucun risque de casser accidentellement les mécaniques du personnage de base ou les attaques du guerrier normal en essayant de réparer l'armure. C'est une modularité parfaite, tout en conservant les points de vie, la vitesse et la force héritées de ses ancêtres. Évidemment, la règle de la cascade des constructeurs s'applique encore ici et avec une perfection implacable. Tout se construit de bas en haut. Étape 1, on coule les fondations. Création du personnage. Étape 2, on monte les murs. Création du guerrier classique par-dessus. Étape 3, on pose le toit. Finalisation de l'objet spécialisé, le guerrier défenseur. C'est cet empilement super robuste qui nous assure qu'aucune donnée ne se retrouve jamais dans un état instable au lancement de l'application. Alors, cette lignée bien droite d'ancêtre à descendant est super efficace, on l'a vu, mais ça soulève forcément une perspective beaucoup plus poussée pour la suite. Que se passe-t-il si on veut créer un personnage hybride ? Imaginons vouloir architecturer une classe qui doive hériter en même temps des compétences physiques d'un guerrier robuste et des compétences mystiques d'un puissant magicien. C'est là qu'on effleure les véritables défis de l'héritage multiple, un concept assez vertigineux qui pousse le langage C++ dans ses retranchements et vient bousculer la hiérarchie de la mémoire, mais bon ça, ce sera très probablement le sujet passionnant d'une toute autre explication.